Bienvenue dans le Dorado Show, content de vous retrouver pour cette émission où on aborde un thème dans les paris sportifs. On va voir aujourd'hui un sujet que vous m'avez beaucoup demandé en privé, le seul indicateur important pour gagner dans les paris sportifs. Je vous pose une question d'ailleurs tout de suite dans cette émission. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si malgré le fait d'avoir perdu un pronostic, est-ce que vous êtes posé la question un jour, au fait, j'ai perdu mon pronostic, mais est-ce qu'il était bon ou est-ce que c'était un mauvais choix? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Dorado Show, savoir comment, au-delà du résultat, on sait si on a pris un bon pronostic et on voit tout ça juste après l'intro. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si c'est le cas, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission en direct sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui vous partagera ses astuces, ses conseils et ses meilleures stratégies. Retrouvez ces émissions en rediffusion sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple, Google Podcast. Alors, prêt à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs? Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, les amis. Comment allez-vous pour cette nouvelle émission sur Twitch? On est en direct. Vous le savez, le Dorado Show, on aborde un thème dans les paris sportifs. Et tout ça pour vous aider à maximiser vos gains, vos profits en vous partageant mes 15-17 ans d'expérience que j'ai dans le betting. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat, les amis? Très important par rapport à ça. Salut Chat Noir. Et aujourd'hui, on va voir un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et qui pour moi est le seul indicateur qui est important dans les paris sportifs si on veut savoir si on gagne de l'argent à long terme dans les paris sportifs. Et je vais pas teaser plus longtemps, vous avez peut-être deviné de quoi on va parler aujourd'hui, c'est la fameuse CLV. Qu'est-ce que ça veut dire la CLV? C'est la Closing Line Value. C'est la dernière cote proposée par les bookmakers et notamment le bookmaker Pinacle PS3838 qu'on prend toujours en référence. Alors pourquoi on prend toujours en référence Pinacle PS3838? Eh bien parce que c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc vous avez tous les parieurs professionnels, les sharps, qui parient sur ce bookmaker-là, et Pinacle qui va se servir, on a déjà vu dans un podcast, de ces sharps pour ajuster les cotes, pour que la cote de fermeture soit la plus proche possible de la réalité. T'as pas un torticolis tourné comme ça? Non, franchement, ça va, ça va. C'est vrai que j'ai des contractures au cou, je me demande pourquoi. Du coup, je me fais des petits massages une fois par mois. Et en fait, je pense que ça vient de tourner la tête à chaque fois. Merci, Chat Noir, de t'en préoccuper. Et donc, on va pouvoir donc voir aujourd'hui cet indicateur de la CLV. Ce qui est très frustrant dans les paris sportifs, et vous me confirmerez dans le chat, eh bien, c'est des fois de perdre notamment un pronostic, ok, et ne pas savoir si on a fait un bon choix ou non. Il peut y avoir beaucoup de facteurs qui fassent qu'on perde un pronostic. Ça peut être la chance, évidemment, la part de chance. Un impondérable,
Ça peut être un carton rouge, un péno, un but à la dernière minute, etc. La chance, c'est tout ce qui est justement lié aux impondérables, etc. Le joueur, il est pas bon ce soir. Bref, il y a plein de paramètres qui peuvent faire qu'on peut perdre ou gagner justement un pronostic. Et souvent, le raccourci que on fait généralement, et ce qu'on fait quand on est un parieur débutant, c'est de penser qu'on a gagné. D'accord? Quand on a gagné, on a pris un bon pronostic. On fait ce raccourci-là. Et quand on a perdu, on a pris un mauvais pronostic. Souvent, même j'ai envie de vous dire, pour dire qu'on a pris un mauvais pronostic, faut avoir une certaine expérience. Hein. Souvent, quand on perd, c'est un manque de chance pour la majorité des parieurs. Hein. Manque de chance, il y a toujours quelque chose, etc. L'équipe, elle a été trop réaliste, etc. etc. Donc, en vrai, on manque un peu d'objectivité. Quand on perd, on a souvent de la déchatte, et quand on gagne, c'est lié à nos compétences. Vous me dites si je me trompe, mais on est tous un petit peu passés par là. Et donc, du coup, ça peut être frustrant quand on enchaîne des bad runs, parce que ça peut arriver, des séries de paris perdus, et de se dire, est-ce que j'ai pris des bons pronostics qui sont rentables, ou est-ce qu'en fait, je suis en train de faire des mauvais choix? D'accord. Faut quand même réussir à mettre l'ego de côté pour réussir à avoir ce certain recul. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est que pour se rassurer ou non, on va aller regarder cette fameuse cote de clôture. Ok? Notamment via le Book Pinacle, comme je vous l'ai dit. Donc si vous prenez une cote à 2, qui est 50% de probabilité de gagner, ok? Si la dernière cote, elle est à 1,80, vous avez battu la CLV. Vous avez une CLV+, c'est ce qu'on appelle. On appelle ça comme ça. Si elle monte à 2,20, ok? Vous avez une CLV-. Ok? Et là, vous avez pris un mauvais pronostic. Là, vous avez pris un mauvais pronostic à long terme. Et ça, vous avez pris un mauvais pronostic un bon pronostic, pardon, à long terme. Ça, c'est le raccourci qu'on peut faire. Évidemment, il y a des nuances. Est-ce que la CLV sur un seul pronostic en clôture, elle veut absolument tout dire? Je ne crois pas. Il y a des nuances en fonction des marchés, etc. Après, en moyenne, elle est beaucoup plus proche de la réalité. Sur 100 000 pronostics, les cotes de clôture sont beaucoup plus proches de la réalité indiquée. Donc, en moyenne, pour moi, elle est représentative. Sur un seul prono, sur un seul match, pas convaincu. Je suis pas convaincu que la dernière cote de clôture soit exactement la vraie cote. On va prendre l'exemple tout simple. Vous avez une équipe qui est cotée, on va reprendre une cote à 2. Il manque 3 meilleurs joueurs. La cote, elle passe à 2,10, à 2,20. Elle monte comme ça, 2,75, puis 3,63, puis 3,60, puis 4,20. Et sa cote en clôture à 4,20. Est-ce que la cote de clôture à 4,20, est-ce que c'est la réelle cote? Tout dépend qui est pas là, etc. etc. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un effet FOMO? Ok, donc comment c'est en anglais? C'est Fear of Missing, je sais plus quoi. Bref, un effet FOMO. Donc avoir peur de rater une opportunité parce qu'il y a une info. Hop, 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 on y va. Et puis en fait, cote de clôture 4,20, alors qu'en fait, en cote de clôture, ici, vous avez une value. Donc ça veut dire que s'il y a une value en clôture, ça veut dire que la cote, elle est mal ajustée. D'accord? Fear of missing out, c'est ça. D'accord? Donc sur un pronostic, je pense que la cote de clôture ne veut pas dire 100% de la chose. Pareil, vous êtes sur un marché de niche, vous prenez une cote à 2, on va reprendre le même exemple, marché de niche, peu de liquidité, la cote elle se retrouve à 1,60, ok, parce qu'il y avait une value, et elle close à 1,60. Comme il y a peu de liquidité, il y a peu de gens qui parient, etc., etc.,
Peut-être qu'il y a un écart dans les liquidités, dans les cotations, etc. Et en fait, à 1,60, elle devrait être encore plus basse. Elle devrait être à 1,40. La cote réelle, en fait, elle vaut 1,40. Sauf qu'il n'y a pas assez de parieurs sur ce championnat au Liban, par exemple, pour faire baisser la cote jusqu'à 1,40. D'accord? Donc en fait, on a une CLV à 1,60 à noter dans notre fichier avec un roi théorique, et en réalité, elle vaut plus, en fait. D'accord? Donc voilà, mais en moyenne, on est plus proche d'une cote de 1,40 en ayant une cote de clôture à 1,60 qu'une cote à 2. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Mais en moyenne, la CLV est plutôt accurate. D'accord? Je n'ai pas encore eu, à l'heure actuelle, un parieur qui est venu avec des datas, des chiffres précises, en disant « Dorado, regarde, je perds la CLV, j'ai un roi qui est négatif, et je gagne de l'argent. » Pour le moment, c'est pas le cas. Je m'y rapproche un petit peu, je vais vous le montrer peut-être dans cette émission, pour une catégorie, mais je ne sais pas si j'ai assez d'échantillons, donc de volume de pronostics, ok, pour affirmer quelque chose. Mais à un moment donné, ça voudra dire quelque chose, d'accord? Donc, si tu as un roi négatif, tu peux gagner de l'argent? Ben non. si tu as un roi négatif global, tu perds de l'argent, chat noir. Si tu as moins 5% de droit dans tes résultats, tu perds de l'argent. Après, si tu as un moins 5% de CLV, théorique, tu peux gagner ton pronostic. À long terme, ça sent pas bon, tu vas le voir dans ma courbe. Tu verras dans mes courbes. Est-ce que vous avez des petites questions? Il y a que chat noir dans le chat aujourd'hui, les amis? On est combien en live? Parce que je sais que mon comment on appelle ça? Mon logiciel, il est un peu en retard au niveau du nombre de personnes en direct. Donc, du coup, il affiche pas le nombre de réels des personnes. Mais en tout cas, c'est cool de voir que vous êtes toujours là pour le Dorado Show et que vous pourrez écouter ces émissions en podcast. Voilà, donc moi là, je vais aller quitter l'iPad. Je vais vous montrer mon bilan Excel avec les pronostics quand je bats la cote de clôture et quand je perds la cote de clôture. Vous le voyez à l'écran, en vert, évidemment, c'est les pronostics quand je bats la cote de fermeture. Et en rouge quand je perds la cote de fermeture. Alors là où on peut voir, c'est que jusqu'à, et encore c'est un grand mot, de dire que jusqu'à 2100 bêtes, c'est pas très grave de ne pas perdre la CLV. Hein. On est donc là environ, parce que là il y a quand même beaucoup d'échantillons, à 2109 pronostics. Quand je perds la closing, je suis à moins 37,73 unités. Ok. Donc là, on pourrait se dire, bon, c'est pas beau, mais quand on regarde la courbe en vrai, on n'a pas l'impression que c'est très grave. D'accord? Bon, sur le moment, ça me faisait chier, je peux vous l'avouer. Mais est-ce qu'on peut aller voir un peu? Ouais, non, je suis quand même autour des moins 20, moins 25 hein, quand même, assez rapidement. Hein. Assez rapidement, on va dire que... c'est autour de 500 bêtes. 500 bêtes, je suis encore à l'équilibre. Je suis à moins 8 à 500 bêtes. Moins 8 quand je perds la CLV à 500 bêtes. Donc à 500 bêtes, on peut se dire, bon, battre la CLV, c'est pas très grave. Mais comme vous regardez, plus le temps avance, aujourd'hui, on est à moins 280. Moins 280. Moins 280 U aujourd'hui. Donc avec le temps, en fait, si j'avais fait que de jouer ces bêtes-là où je perds la CLV, je suis à moins 280. A contrario, quand tu bats la CLV, on est à 446 unités, plus 446 unités quand on bat la CLV. Voilà. Donc là, je pense que là, on a des chiffres qui sont plutôt parlants sur le long terme, disant qu'il faut quand même mieux battre la CLV que ne pas la battre. On est plutôt bien d'accord. Évidemment, encore, c'est propre à ma stratégie, à ma manière de faire. Hein. Encore une fois, si vous avez d'autres data, vous, de votre côté, vous n'hésitez pas à le partager. Ce serait justement intéressant. Mais en tout cas,
on peut se rendre compte que battre la cote de clôture, vaut mieux la battre. Hein, parce que si je ferais que de perdre la CLV, je serais banqueroute là. J'aurais perdu deux, presque 3 bankrolls, les amis. Donc, forcément, il faut battre cette cote de clôture sur Pinacle. D'accord? Très important. On peut voir aussi des choses qui sont assez intéressantes via cette courbe-là. Ça veut dire aussi que battre la CLV ne veut pas toujours dire gagner. Je vais essayer de vous zoomer ça à l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez? On peut voir ici qu'on a quand même un bad qui n'a pas l'air quand même mine de rien. On perd ici sur les bêtes bien anticipées, on perd une vingtaine d'unités. On est à plus 240 ici. Et on se retrouve au plus bas environ à 222. Donc là, on bat la CLV. La courbe, elle montre bien qu'on gagne de l'argent à long terme. Je suis pas fou, les amis. Hein. Et pourtant, même en battant la CLV, on peut perdre 20 unités sur cette période-là. Et en même temps, à cette même période, on doit perdre 10 unités, évidemment, quand on perd la CLV, ce qui accentue le bad run. Très souvent, les gros bad runs, je perds les bonnes anticipations, je perds les mauvaises anticipations, je perds tout. Tout simplement. Et les très gros good runs, bah, c'est pareil, on va voir la même chose. Hein. Ici, là, on passe de 309 à 342. Ok, plus ou moins là, on doit... oh non, on est en train de baisser toujours. Ici, là, par exemple, on peut monter, là. Ici, on monte, on passe de moins 258 à moins 243, donc on est en train de gagner en perdant la closing, et à cette même période, on monte à plus ou moins à peu près. Donc là, ça accentue les good runs. Ah bah vous voyez pas. Voilà, ça ici. Voilà. Donc c'est hyper important que vous puissiez voir cela, et je pense qu'on peut tirer des conclusions après 1000 pronostics. On peut voir quand même que si votre stratégie, vous ne battez pas la CLV, c'est pas bon, il faut revoir quelque chose. D'accord. Je voulais vous montrer la CLV en noir, ça c'est la CLV, ok. Et il y avait un autre truc où là justement il y a des bas, et c'est là où c'est très intéressant. Où est-ce que je peux voir à laquelle courbe là? Je suis un petit peu perdu. Le temps qu'elle charge. Est-ce que je les ai quelque part ces courbes là? Bref, je pense que je les ai quelque part. Le temps qu'elle se charge aussi. Ok. Bon, on a ça. Ah voilà, c'est bon, je l'ai retrouvée. Elle est là. On va essayer de mettre en grand. Voilà. Ok. Donc là, il y a un petit débat. Est-ce que vous voyez correctement? Vous me dites. Voilà. Donc en vert, c'est la courbe ici, celle-là qui est ici, les marchés de niche, avec la CLV en vert. Okay. En bleu, c'est les marchés de semi-masse, donc ont un peu plus de liquidité, avec en bleu, plus clair, la CLV. En rouge, c'est les marchés de masse, on va dire Euroleague, NBA, qu'est-ce qu'on a l'Allemagne, l'Espagne, etc. Donc là, on a vraiment la WNBA, on a les gros championnats ici en rouge, et on peut voir que sur les gros championnats, ma CLV est quand même très négatif. On est à moins 37 unités. Donc là, on est... c'est les gains que j'aurais dû avoir sur les marchés de masse, c'est du moins 37 unités, 84. Et je me retrouve à 22, plus 22,43 unités. Ok. Et là, on est à peu près... Je suis à combien sur la masse? Je suis pas loin de 1500 pronos, hein, quand même. Je suis pas loin de 1500 pronostics au total. Ok. Donc là, moi, je suis en train d'apporter des chiffres pour le moment. Que battre la CLV sur les marchés de masse, est-ce que c'est si parlant que ça? C'est ça qui est assez difficile avec cet indicateur-là. C'est comme je vous l'ai dit, il n'est pas 100% parlant. C'est un des meilleurs indicateurs qu'on peut avoir sur le court terme pour pouvoir savoir si on prend des bons bêtes. Sauf que là, on arrive à quelque chose quand même qui est paradoxal, où on a une liquidité qui est monstre sur de la masse. Je ne bats pas la CLV, je suis malgré tout en positif. Et là, on ne parle pas de 100 pronostics, on arrive quand même pas loin à 2000. On est pas loin, on est un peu plus de 1500, on va être entre 1500 et 2000 pronostics.
D'accord? Ça se trouve, la variance va me rattraper, je vais me faire éclater, et à très long terme, sur 10 000 pronostics en masse, je vais me retrouver avec la CLV, au niveau de la CLV, etc. D'accord? Sauf que y a plusieurs théories par rapport à ça. C'est moi j'ai l'impression et j'ai tendance de jouer beaucoup d'outsiders sur les marchés de masse et des équipes que le parieur, la masse des parieurs n'a pas envie d'y aller. Il y a certains pronostics d'ailleurs que j'anticipe mal, je ne comprends pas pourquoi je les anticipe mal, alors que je les aime plutôt bien, il n'y a pas d'infos contre moi. Donc, toujours difficile de distinguer et de lire. Mais pour le moment, moi, je suis pas trop serein sur la masse à me dire, à long terme, je vais me faire déboîter. À très long terme, je vais me faire déboîter. Donc, à très long terme, je parle de 10 000 pronostics. Pour ça que ne vous enflammez pas quand vous avez des échantillons de 500 pronostics et que vous gagnez de l'argent. Attention, ça peut être... Ça peut être de la bonne variance, etc. etc. Enfin, c'est là, à travers cette courbe-là, j'essaie de vous montrer qu'en fait, même 2000 pronostics, ça peut ne pas être suffisant. D'accord? Donc c'est la seule contradiction sur l'indicateur dans les paris sportifs que j'ai pour le moment, c'est celle-là. C'est-à-dire que je gagne de l'argent en perdant la closing sur les marchés de masse. Je gagne de l'argent en perdant la closing sur les marchés de masse. C'est le seul, on va dire, intrus ou bémol qu'on peut... tant mieux pour moi, on va me dire, hein, mais c'est le seul bémol sur cet indicateur. Alors que pourtant, plus le championnat est masse, plus la CLV est précise. Parce que la loi des grands nombres, la sagesse des foules, fait que normalement la cote de clôture est très proche de la réalité, notamment en NBA. D'accord ? Et voilà. Donc c'était le petit indicateur que j'avais envie de vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Salut Dorado, si Pinac bluffe sur la CLV, comment faire confiance? Je crois que la CLV c'est un mythe. D'ailleurs, les books ne font pas de cadeaux. Ils peuvent manipuler les cotes qui ne reflètent pas la réalité. Très intéressante ta remarque, Kazna. Alors, je pense pas que ça soit un mythe parce que comme je l'ai montré sur ma courbe... Attends, elle est où? Elle est où? Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que j'y ai pensé aussi, moi. Et j'y ai pensé et je pense que je vois où tu veux en venir. Regardez. Regarde, je te montre ma courbe, voilà, elle est là. Quand je bats la CLV, je perds la CLV. Donc, bon, je pense quand même que c'est pas un mythe à 100%. Par contre, là où il faut faire attention, et notamment aux articles de Pinacle. Pinacle fait des articles pour éduquer les parieurs. C'est très bien. Je vous avoue, j'en ai lu plein pendant la pandémie et j'en ai discuté avec d'autres parieurs professionnels avec qui on discute. La majorité, à la fin, tu termines l'article. J'ai pas envie de dire que t'as rien compris, mais tu te dis où est-ce qu'ils veulent t'emmener en fait. Tu comprends pas vraiment quelle est la finalité en fait de leur article. T'es là, tu dis ok, en fait, je pensais que ça allait m'aider, mais en fait, ça m'a plus embrouillé qu'autre chose. Souvent, c'est pas forcément des stats réels, c'est des simulations de pronostics qui ont même pas existé. Enfin bref, donc il faut faire quand même très attention. Mais là où tu as raison, Kazna, là où il faut faire très attention, c'est que Pinacle, à travers leurs anciens traders, ils ont fait une interview en affirmant que la CLV Pinacle, c'était la cote de clôture la plus proche de, enfin même la réalité finalement, la cote de clôture, la réalité pour eux, etc. et que, etc., etc. Bon bref, vous m'avez compris que c'était la vraie cote de fermeture, c'était les vraies probabilités, et que voilà, ils avaient les cotes les plus précises au monde en fermeture. J'ai envie de vous dire, ils ont plus intérêt, eux, Pinacle, à dire qu'en closing, il n'y a plus de value. Tu vois ce que je veux dire, Kazna? Vous voyez ce que je veux dire? Pinacle, ils ont bien plus intérêt de dire, à travers leurs articles, à travers leurs interviews, de dire, en closing, il n'y a plus de value, les amis. Nous, on a les meilleures cotes, les cotes les plus précises. Il n'y a aucune value, ça sert à rien de parier en closing, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi ils vous disent ça? Ils vous disent ça. Je vous expliquais quoi tout à l'heure? Pour moi, en closing, il peut y avoir des fois des values avec des effets FOMO, notamment sur les joueurs absents. Regardez Memphis, plus ils ont d'absence, plus ça passe, entre guillemets.
tu joues Memphis en fermeture de marché depuis le début de la saison, j'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'on est clairement en bénéfice en jouant Memphis alors qu'ils sont à poil. En ouverture de marché, peut-être que tu perds de l'argent parce que t'as pas pris en compte les informations. Mais en fermeture, les gens, il manque Ja Morant, il manque Marcus Smart, il manque machin, il manque machin, il manque machin. Liste de courses de Memphis. Bah on n'a pas envie de jouer Memphis. Et encore moins en fermeture de marché quand on a Pinac qui nous dit que c'est les vraies cotes. Donc l'équipe, elle est à poil, il y a Pinac qui nous dit que c'est les vraies cotes, les cotes les plus probables, etc. Il y a zéro value en closing. Évidemment qu'ils ont envie de vous faire croire qu'en closing, il n'y a pas de value. Pourquoi? Parce que plus on se rapproche du marché à 1 heure du match, les liquidités limite max de mise. Putain, je fais double X moi avec double pont sur le M de mise. Elles sont plus à 3000 € comme en ouverture. Elles sont à 50 000. Donc toi, tu peux mettre 50K là sur le match. Donc Pinac, ils ont plus intérêt à nous faire croire que la cote de clôture est la plus proche. Du coup, on se dit, bah, pourquoi je vais prendre un risque démesuré en fermeture? Alors que Pinac, le grand bookmaker au monde, avec tous leurs articles et tout, qui affirment qu'ils ont les cotes de clôture, etc., je pense qu'elles sont très accurate. On va pas dire que c'est un mythe, une légende urbaine, ça n'existe pas. Je pense que voilà. Mais il y a de la value en closing. Mais il vaut mieux pas qu'ils le disent, parce que sinon, moi, si on me dit, ouais, non, mais si vous jouez en fermeture de marché, les amis, toutes les équipes où il y a des absences, je sais pas, à Portland ou Détroit, il manque des joueurs, ou les Lakers, il manque des joueurs, vous allez en closing, vous prenez quasiment au plus haut et vous validez ces équipes. Ouais, en fait, vous êtes rentables, les amis. Ouais, sauf que c'est là où tu peux mettre les plus grosses pralines. Donc ils ont mieux intérêt à faire croire qu'il y a de la value en ouverture de marché qu'en fermeture. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire et plus ou moins dans la réflexion Kazna quand tu voulais dire que c'était un mythe entre guillemets. Je pense pas que ce soit un mythe, mais en tout cas, oui, ils veulent nous faire croire qu'en closing il n'y a pas de value. Évidemment, leur but c'est aussi qu'il y ait de plus en plus de mises, d'accord? Et c'est vrai qu'en fermeture, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fermeture, ils peuvent te dire oui, il y a encore de la value, toi tu mets une praline, alors qu'en fait il n'y en a pas. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et ils gagnent 50 000 € à long terme. Donc il est là en fait le paradoxe de cette CLV. Après, moi bon, j'ai ma courbe, elle est propre à moi. Moi je vous dis ce que j'en pense. Moi je pense qu'il vaut mieux la battre que ne pas la battre. Mais en tout cas, est-ce que ça veut dire que la cote de clôture est la cote réelle de fermeture exacte à 100% et que en fait, voilà, il n'y a rien à faire en closing? Ça je n'y crois pas. Ça je n'y crois pas. Je pense que, comme l'a dit Kazna, en fermeture il y a encore de la value. C'est pas la cote la plus accurate. Peut-être que la cote la plus accurate, elle est 1 heure avant le match, et pas au moment du match, ou peut-être 2 heures avant le match. C'est là où la cote, ou 3 heures, j'en sais rien, 3 heures avant le match, elle est accurate, sauf qu'il y a, je vous reprends l'exemple des absences avec l'effet FOMO. Voilà, donc il manque Ja Morant, il manque machin, la cote elle monte, et à un moment donné, on va reprendre l'exemple ici. Voilà, elle monte de 10, de 20, de 70, 3. Peut-être qu'à 3,60, c'est la vraie cote. Mais comme il y a l'effet FOMO, les gens continuent à aller contre Memphis, la cote monte à 4,20 et il y a value en fermeture. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la vraie cote, elle se trouve, et notamment dans le cas où il y a les absences, elle se retrouve à 3,60 et pas à 4,20. D'accord? Et quand vous la pariez à 4,20 à 5 minutes du match, bah, vous pouvez pas battre la cote de clôture. Il faudrait qu'il y ait tellement de mise pour que la cote elle passe de 4,20 à rien qu'à 4. Il faudrait que vous mettiez 200 000 € sur le match. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est là tout le paradoxe et la complexité de la CLV. Moi je reste quand même, vaut mieux la battre, encore une fois. Et qu'est-ce que tu me dis, Kazna? Si Pinacle contrebalance les cotes avec leur algo ou leur loi plaçant, perso j'ai des doutes. Justement, pourquoi ils te disent sur un plat... Alors j'ai pas compris. Pourquoi ils te disent... Oh bon, on s'est compris.
On s'est compris, je pense qu'on voulait bien dire la même chose, grosso modo. Je pense qu'il vaut mieux battre cette cote de clôture, notamment si vous testez votre stratégie, vous n'avez pas de stratégie rentable aujourd'hui, et vous voulez pas forcément attendre 5000 pronostics pour voir si votre stratégie elle est rentable. Basez-vous sur ma courbe, dites-vous quand même bien que si vous battez pas la CLV après 1000 pronostics, 500 pronostics, imaginons qu'après 500 pronostics, mais même encore après, regardez la masse, je suis à 1500, 1600 pronostics, je bats pas la CLV, je suis en positif, j'ai pas l'impression de prendre des bêtes qui sont complètement dégueulasses, loufoques, etc. Je prends beaucoup de bêtes par contre que je vais contre le marché, et je sais que je vais aller contre le marché parce que je joue contre le Real Madrid, parce que je vais jouer contre les Lakers ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, des grands noms comme ça, et donc du coup je sais, et je vais jouer des équipes qui sont pas non plus les favoris pour remporter le titre. Du coup forcément le marché il a pas envie d'aller sur du Detroit Pistons par exemple, d'accord. Donc il y a ça aussi qui joue. Quand même, si vous voulez tester une stratégie, je pense que si après 500 pronostics, vous êtes en CLV cumulé, vous êtes à moins 20, voilà, est-ce que vaut mieux pas essayer de changer quelque chose dans votre stratégie et ne pas continuer forcément à 1500, 2000, voilà, vous gagnez du temps. Si après 500 pronostics, vous êtes à plus 20 de CLV cumulé, là, ça peut être encourageant, on peut continuer, quoi. Mais faire des checkpoints comme ça peut vous aider dans notamment mettre en place votre stratégie. D'accord? Donc tous les 500 bêtes, vous faites un petit point CLV, voilà, etc. Et n'oubliez pas, il faut prendre en compte la marge. Moi, c'est vrai que dans mon calcul, je prends en compte la marge. C'est quand même très difficile de la calculer à 100% vraiment parfaitement parce qu'en fonction des matchs, en fonction des heures où tu vas valider les bêtes, le TRJ n'est pas le même. D'accord? En fonction des championnats aussi, donc du coup ouais, j'ai pris quand même un TRJ, j'ai comparé tous les championnats, je les ai tous mis dans une boîte, ceux-là ça va être de temps, les marchés de masse ça va être de temps, etc. Je sais que le TRJ il est mieux en NBA qu'en Liga, mais j'ai tout mis dans la même boîte, quoi, vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon c'est trop compliqué à calculer. Donc voilà par rapport à la CLV, on va aller se rendre sur Bet2Invest les amis. On va aller voir. Alors je sais que eux ils ne prennent pas en compte non, ça c'est l'enregistrement de mon podcast. C'est cool, j'ai pas oublié d'enlever l'enregistrement, mais on va aller sur Bet2Invest ici. Donc vous n'hésitez pas à aller me follow les amis, puis on va aller voir dans les tipsters. On va les prendre après 1000 pronostics. On n'est pas beaucoup, hein. On n'est pas beaucoup après 1000 pronostics à être en positif. Et on va voir parmi ceux qui sont positifs après 1000 pronostics. On va prendre la courbe à 1U. Voilà, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8, 9. Non, 8, pardon. On est 8 à être en positif après 1000 pronostics sur Bet2Invest. Et en fait, on est 6 sur 8 à être en positif avec la CLV. Ici, on a ici un moins 0,27, moins 0,25, ce qui n'est pas non plus énorme en termes de négativité. Donc, c'est quasiment zéro. Après, si on prend en compte la marge, voilà. Bon, je ne vais pas faire après 2000 pronostics parce que je suis le seul à être positif après 2000 pronostics. Donc ça ne sert à rien. Mais déjà, on va aller voir après 500. Hop. Après 500, est-ce qu'on en a beaucoup? Bon, là, on en a beaucoup plus. On en a beaucoup plus en positif. Voilà. Jusqu'ici. Et on a combien de mecs qui sont en positif en CLV? Bon, non, enfin, on va aller faire les négatifs. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Après 500 pronostics, il n'y a que 24 personnes qui sont en positif, en courbe flat. Ok. Et on en a combien qui sont avec une CLV négative? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur combien? Je ne sais plus. 25, 5 sur 20 à peu près. Donc, grosso modo, entre ma courbe que vous voyez à l'écran et en même temps... il est où mon Excel? Et Bet2Invest, on peut quand même
pensez croire que vaut mieux battre la CLV, avoir une CLV positive. Voilà. Quand vous faites du pronostic, vaut mieux avoir une CLV positive à long terme quand même si vous voulez gagner de l'argent et faire du bénéfice à long terme. Du coup, c'est le seul indicateur que vous devez prendre en compte dans vos choix. Enfin, dans vos choix. Dans l'analyse de vos résultats. Vous êtes après 500 pronostics là. Vous avez fait 500 pronostics. Imaginons que vous êtes, vous êtes à moins 2,5 U. Ok ? Mais vous avez une CLV qui monte. Il n'y a pas à s'inquiéter. On garde le cap, on continue, on reste fort, etc. Si après 500 pronostics, après tout dépend de la période, moi 500 pronostics je le fais en un mois, donc ça peut être un mois où voilà je perds la CLV, bon bah ok ce mois-ci j'ai pas pris des bons bêtes, je suis à moins 2,5, je perds la CLV, etc. C'est pas de la variance, c'est mérité, on va voir le mois prochain si on peut faire des meilleures sélections. Ah, on fait des meilleures sélections le mois prochain, on est en positif, ok, on continue. C'était la période aussi, faut aussi imaginer quand même que on a les débuts de saison, ensuite on a les mercatos d'hiver, les équipes elles changent, faut se réadapter, machin, ensuite on se réadapte bien, puis après arrivent les playoffs, etc. Donc il y a toujours quand même des périodes dans la saison qui sont différentes. C'est pas linéaire, c'est pas toujours les mêmes effectifs, il n'y a pas de playoffs, il n'y a pas de mercato d'hiver jusqu'à la fin de la saison. Il y a quand même des hauts, des bas, et ça peut être normal que y a des moments, on bat pas la CLV, des moments on la bat, etc. etc. Donc, ne vous frustrez pas si vous êtes dans un bad run et vous battez la CLV, parce que le problème c'est il y en a, font ça sans bête. Imaginons, ils sont en bad run, moins 2,5, c'est pas un bad run, mais imaginons que vous êtes sur une période de 100 pronostics. 100 pronos, là, vous avez fait 100 pronos, et puis là, vous avez perdu 4 bêtes, vous en avez gagné 1, vous en avez été remboursé 1, vous en avez perdu 2, vous en avez gagné 1, vous en avez gagné un autre, ensuite vous en perdez 3 autres, etc. Vous êtes dans une période un peu comme ça, là, qui peut arriver. Et là, ce qui peut permettre de garder confiance, c'est chiant, hein, c'est la CLV. Ok, là j'ai une CLV positive, là j'ai une CLV positive, là c'est négatif, là c'est négatif, là c'est positif, là c'est positif, là c'est positif, là c'est négatif, là c'est positif, 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 et là on va dire négatif, négatif, on va dire ok, dans l'ensemble j'ai eu des résultats pires que ce que j'aurais mérité d'avoir, on garde le cap. Ça doit être votre indicateur en fait, qui vous permet à court terme de vous rassurer dans vos choix, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'ai créé ce fichier Excel. Je l'ai créé à ma manière, à mon image, à ce que j'avais besoin. J'ai dit, ok, comment je peux savoir quand je suis en bad run, comment je peux garder confiance, comment je peux savoir si j'ai pris des bons bêtes sur le court terme parce que j'ai perdu un bet, mais je trouvais que c'était un bon bet, etc., etc. J'ai créé un fichier que vous pouvez aussi créer. Maintenant, vous avez Bet2Invest, hein, vous mettez vos bêtes là-bas et vous les mettez en privé si vous voulez rester en privé et pas vous exposer à la toxicité de ce milieu des paris sportifs. Et voilà. Mais en tout cas, c'est un indicateur qui pour moi est très très important pour que vous puissiez ne pas douter, ne pas broyer du noir, ne pas remettre tous les 4 matins votre stratégie, voilà, de travailler aussi, j'ai envie de dire, votre vision dans le betting, c'est-à-dire que vous allez, quand vous faites cet exercice-là, vous n'êtes plus dans l'émotion du moment présent. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans le résultat brut, perdu ou gagné. Ok, vous êtes plus là dans la CLV. Ok, j'ai pris des bons bêtes. Ah, j'ai pris un mauvais bet, c'est mérité. J'ai pris un mauvais bet, c'est mérité. Et même, ça peut vous donner des indications. Peut-être pourquoi, en fait, j'ai mal anticipé ce bet-là. Ah, il y a un joueur qui a été absent de dernière minute, j'avais pas vu. Ok, je note. Hop, note. Prochaine rencontre, je note Birmingham, là. Hop, il manque le meilleur joueur. Bam, il est blessé. Je note pour la prochaine fois. Et ça peut vous donner des indications, en fait. Mine de rien, dans les pertes, dans les paris perdus, vous pouvez avoir des informations. Et faut le prendre comme un apprentissage et pas une fin en soi. De toute façon, normalement, vous gérez votre bankroll, vous avez testé votre stratégie au préalable. Vous n'êtes pas là à la one again à faire vos pronostics. Votre stratégie, elle est testée.
vous avez constitué votre bankroll, de l'argent que vous êtes prêt à perdre, d'accord? Et que le betting, c'est du bonus. C'est pas, pour le moment, c'est pas votre vie, d'accord? Donc, tout ça fait que déjà, ça va être plus facile à relativiser. Et c'est à travers cette émission que j'avais envie de vous aider à relativiser dans les périodes de perte et aussi de ne pas vous enflammer quand vous gagnez. Vous avez une série de wins, mais vous perdez la CLV. Moi, je m'enflamme pas, hein, moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, parce qu'à un moment, tu vas reprendre le retour du bâton, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Ok, qu'est-ce que vous avez des petites questions? Je pense que j'ai fait le tour par rapport à la CLV aujourd'hui, 40 minutes d'émission. Je comprends pas comment on peut suivre des tipsters qui bettent sur les draws avec des grosses montagnes russes. Tu veux dire les matchs nuls? Faut avoir le cœur solide, beaucoup de variance et des séries de bêtes perdues d'affilée. Bah ouais, plus la cote elle est haute, donc les matchs nuls ça va être des cotes à 3 à peu près, 3,25. Bah tu peux en enchaîner des loses, hein. Tu peux en enchaîner, hein. C'est plus la cote est haute, plus t'as de la variance, hein. Plus t'as la part de chance qui est importante, plus il te faut un gros échantillon pour lisser cette part de chance. Parce qu'évidemment, je vous donne un exemple. Bon après là, il y a peut-être pas, c'est peut-être un peu abusé. Ouais non, non parce que enfin il y a pas d'exemple comme ça. Mais imaginons que vous faites que de jouer. Donnez-moi un pays qui a aucune chance de gagner la Coupe du Monde de football. Donnez-moi un petit pays. C'est pas Saint-Marin là, Gibraltar ou un truc comme ça là. Le Panama. Ouais, le Panama, ils ont peut-être plus de chance que c'est les petits pays. La Belgique, Gibraltar, voilà. Et on va mettre Gibraltar. Ok. Tu les joues. Ouais, mais non, ça c'est peut-être pas bon ça. Non, c'est pas bon comme exemple. Parce qu'en fait, je voulais partir du principe que si vous jouez des cotes à 10 millions pour être champion du monde, à un moment donné, peut-être dans des. Je sais pas quelle année, Gibraltar va être champion du monde, mais vous gagnerez jamais en fait. Vous allez perdre combien de fois en fait Gibraltar à 10 millions? Vous allez perdre des séries de bêtes. Aussi, il peut être pas si mal l'exemple. Des séries de bêtes de fou. Vous allez perdre toute votre vie en fait à jouer Gibraltar champion du monde. Ok? Et derrière, bah peut-être que vos petits-enfants ils vont continuer là. Et vos arrière-petits-enfants ils vont continuer. On va se retrouver en 2425 là. Et puis là, Gibraltar, ils vont gagner. Bam, ils vont être champions du monde. En fait, t'as perdu de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'était plus la cote elle est grosse, plus il y a de la variance, plus il y a une part de chance. Par contre, dès la première fois que vous jouez, ça y est, Gibraltar ils sont champions du monde. T'es un chatard quoi. T'es un chatard de ouf. Ça veut pas dire que t'es bon au pari sportif parce que rejoue-le tous les 4 ans. Tu vas perdre, et puis hop, c'est fini, quoi. Enfin, vous avez compris un peu l'idée que je voulais en venir. C'était peut-être pas le bon exemple, Gibraltar, mais voilà, quoi. C'est quelque chose d'important à prendre en compte. Est-ce que vous avez des petites questions, les amis? Tiens, d'ailleurs, je viens de voir qu'il n'y avait plus l'écran, plus mon iPad, là, sur le truc. Il y avait le bilan Excel, voilà. 10 millions, voilà, vous avez vu. Salut Justin, comment vas-tu? Pas de problème, t'as le replay sur YouTube ou sur Spotify. Putain, qu'est-ce qui se passe avec l'iPad de madame? Hop. Mais ouais, non, c'est important la CLV. Important de bien la noter pour que vous puissiez garder confiance en votre stratégie. J'ai mon mystère sur la masse. J'ai mon mystère. Si quelqu'un a une explication de pourquoi après 1500 pronostics, 1600 pronostics, je suis en positif en championnat de masse en perdant la closing. Moi j'ai mon explication. Je prends beaucoup de bêtes contre le marché. Donc des équipes de merde. Donc forcément le marché va pas aller. Oh oui super, trop bien, on va jouer des 3. Voilà. Peut-être un problème de timing aussi. Hein. Combien de fois mais... Ah ça, il y a un truc qui m'énerve les gars. Je vais évacuer ma frustration. Il y a un truc qui m'énerve.
Déjà en plus hier, je fais 1 sur 3 en NBA, les 2 bêtes que je perds, je les ai bien anticipées. Hein. 10% de droit théorique, des fois ça me rend fou. Bref, bon, c'était juste ça. C'était que des fois, je suis là, bon, comme je sais que je bats pas forcément la closing sur cette équipe de merde de Détroit ou de Washington, je vais attendre. Putain, quand j'attends, ça chute, quoi. Je suis putain. Donc je le prends plus tard, et du coup, je bats pas la closing. Alors que si je l'avais validé 30 minutes avant, je bats la closing. Et, et quand j'attends pas, je dis, bon allez, fais chier, j'attends pas, j'y vais, bam, ça monte. Putain, donc des fois, ça peut être une question de timing. Des fois, enfin, je le valide 10 minutes avant ou 30 minutes avant le bet, je bats la closing, quoi. Donc ça peut être un problème de timing, du marché, l'effet FOMO, comme je vous l'ai dit. L'effet FOMO, à un moment, je jouais beaucoup Philadelphie, alors que Embiid n'était pas là. Et bah, je battais pas la closing, mais pourtant Philadelphie gagnait. Donc c'est l'effet FOMO sur les absences, quoi. Donc tu joues des équipes de merde, que le marché va aller contre, t'as un mauvais timing, et puis tu joues les équipes contre les équipes qui ont des blessés, enfin tu joues les équipes qui ont des blessés, et donc le marché va aller à l'inverse, forcément. On n'a pas envie de jouer Philadelphie sans Embiid, et bah du coup bah ça plus ça plus ça, ça fait CLV négatif, pareil. Enfin là c'est un moins, hein. Hop. CLV négative, hein. Je vois pas comment on peut bien battre la closing en faisant ça. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est là ensemble hein, pour répondre à vos questions dans le chat. Hein. On aborde un thème dans les paris sportifs et les dernières parties d'émission, c'est pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, le live c'est fait pour ça, pour qu'on soit ensemble quelques instants à répondre et passer un bon moment pour vous aider dans les paris sportifs. Et c'est important parce que sinon bah, je fais pas de live quoi. J'enregistre le podcast quand j'ai le temps et il n'y a pas de questions-réponses quoi. D'ailleurs je vais essayer d'interviewer des gens du monde du betting dans ces Dorado Show. Par contre je pense qu'ils seront pas en direct. Je pense qu'elles seront pas en direct parce que très difficile de se caler en même temps. Avec moi le décalage horaire, avec ceux qui vivent en France, ceux qui vivent, bon ça va, ceux qui vivent en Amérique latine, etc. Mais c'est un peu chiant pour qu'on soit le même jour, au même moment, pour un live, avec les bugs qu'on peut avoir en direct, qui peuvent être chiants et qui peuvent niquer l'émission. Du coup, je pense que les interviews, je les ferai en préenregistré et vous les retrouverez sur YouTube et en format podcast. Mais je pense qu'interview, ça sera enregistré. Donc, je ferai des petits posts sur Instagram où vous pourrez me poser les questions pour l'invité qui sera présent. Vous me poserez vos questions sur les boîtes à questions sur Instagram et je lui poserai pendant l'émission. Et voilà. Ça sera comme ça, je pense, les interviews, parce que c'est assez galère de les avoir en même temps en direct. Bet2Invest devrait bannir les importations de Pikio ou Blogabet. Kazna qui nous dit ça. Je suis plutôt ok avec toi. Alors moi je me suis battu. Hein. Je me suis battu avec Bet2Invest. Alors battu c'est un grand mot. Mais entre guillemets. Et il y a Franck aussi. Je sais pas s'il passe par là. Mais avec Franck on était contre les importations Pikio et Blogabet. Parce que ça avait pas de sens. Pour moi, ça avait vraiment pas de sens qu'ils importent des bilans Pikio, Blogabet. Parce que si tu crées une plateforme pour certifier des bilans, tu peux pas importer le travail de tes concurrents sans avoir vérifié que tes concurrents ont bien bossé, ont bien vérifié les cotes. Pikio, c'est prouvé par A plus B aujourd'hui que leur ajustement de cotation elle est dégueulasse et que les bilans certifiés sont gonflés. Et c'est normal qu'ils soient gonflés, il faut vendre des abonnements. Donc vaut mieux gonfler un peu les cotes et ne pas les ajuster en temps réel. Comme ça, il y a 6% de droit au lieu de 3% de droit, 2% de droit. Et il y a des petits malins qui peuvent jouer avec ça. Et derrière, on vend des abonnements. Voilà, parce que le business model de ces plateformes-là, c'est de vendre des abonnements de tipster. Bet2Invest, pareil. Leur business model, c'est de vendre des abonnements. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que eux, comme ils n'avaient pas beaucoup de tipsters, ils ont importé des bilans. Mais c'est pas cohérent. C'est pas cohérent par rapport au fait que bah, tu donnes du crédit à tes concurrents, parce que Pikio, Blogabet, c'est des concurrents, et pour moi, j'ai réutilisé Blogabet il y a pas longtemps juste pour tester, voir un peu comment ça donnait. C'est nul à chier.
Avant, tu pouvais mettre 90% de pinacle. Aujourd'hui, c'est quasi impossible de poser plus de 70% de pinacle. C'est souvent matchbook, il y a des bugs avec Pinacle, et du coup, avoir un bilan Blogabet avec plus de 80% de Pinacle aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Du coup, pour moi, Bet2Invest est la plateforme numéro 1 au monde pour certifier les bilans, suivre des tipsters. Et du coup, bah, nous, on a trouvé un compromis avec Franck et les bêta-testeurs de Bet2Invest. On leur a dit, ok, on comprend votre point de vue, mais mettez en retrait les bilans Pikio et Blogabet, en tout cas de ceux qu'ils avaient déjà importés. Et je crois que maintenant ils importent plus. Du moins j'ai pas fait gaffe. Ils importent plus les bilans. Mais complètement d'accord avec toi. Ça... Et puis c'est injuste pour tous les autres qui ont démarré sur Bet2Invest de zéro en fait finalement avec la vraie plateforme et dont il n'y avait pas plus de crédit à ceux qui avaient démarré directement sur la plateforme Bet2Invest quoi. Donc voilà. On a mis en place pas mal de choses. On a donné l'idée du PMM aussi, qui permet de voir quel tipster est plus facilement suivable que d'autres. Voilà, moi j'ai joué mon rôle de bêta-testeur à fond sur Bet2Invest. Je leur ai donné vraiment toutes les indications possibles que j'avais en tête. Ils ont appliqué ce qu'ils ont pu. Et voilà quoi, mais en tout cas j'ai pris mon rôle de bêta-testeur à fond. Donc voilà. Voilà par rapport à Bet2Invest. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, mais bon c'est pas grave, vous me reposerez des questions. 100% d'accord avec toi, quand tu vas contre le marché, dur de battre la closing, nous dit Justin. Exactement, Justin, mais moi je pense qu'on a plus de value sur les équipes que les gens n'ont pas envie d'aller que les équipes où les gens ont envie d'aller, tout simplement. T'as un Manchester City Sheffield, je pense que les gens ont plus envie d'aller sur du Manchester City que du Sheffield. D'ailleurs, si je peux vous montrer aussi mes courbes, j'ai des meilleurs résultats sur les favoris, sur les outsiders que sur les favoris. Et alors là, ça va contre le long biais favorite shot, qui pour moi je n'ai jamais compris vraiment selon ce biais, qui a priori en plus n'existe pas selon un nouvel article Pinacle. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à ce que peut écrire Pinacle, parce qu'il y a 2 ans ils vont te dire qu'il y a un long biais de shot favori, et aujourd'hui ils te disent que c'est pas un biais. Donc bon, moi de ce que je peux voir tous les week-ends, c'est que tu mets les gens, ils mettent dans leur combo Manchester City, ils vont pas jouer les grosses cotes, ils vont pas jouer les équipes de merde, et je pense qu'on a tous fait cette observation là. Pour moi, le marché a plus tendance à aller sur les favoris que les outsiders. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs à se rendre compte qu'il y a plus de value sur les outsiders que les favoris. Et voilà quoi. Est-ce qu'une cote offerte sur un book FR meilleure que sur PS 3838 est d'office value? Si oui, à partir de quelle différence on peut prendre? Pour moi, si un book FR propose une meilleure cote que PS 3838, si on garde la FO, donc la vraie cote sans la marge, et qu'elle est toujours, si on retire la marge du book, elle est toujours au-dessus de Pinacle, et bah du coup il y a value. Il y a value. Il y a value. Et faut même pas me poser la question. Les meilleurs parieurs du monde sont sur PS 3838 Pinacle, ils sont pas sur Winamax ou sur BetClick. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont un compte, mais il est limité. Il est limité. Donc voilà, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Salut à tous, j'ai raté beaucoup de choses, je suppose. Il y a une rediff du live disponible après, nous dit Cargol. Oui, tu as le replay comme c'est écrit sur le slide. Replay sur YouTube et Spotify juste après l'émission. Je poste ça généralement. Je poste tout ça sur YouTube et Spotify. Donc tu peux retrouver plus de 30 épisodes sur Spotify. 100% des épisodes, elles sont en podcast. Parce que de base, j'avais fait l'émission du Dorado Show sur Twitch en direct. J'avais envie d'être avec vous, d'aborder un sujet, de répondre aux questions. Puisqu'on me pose énormément de questions tous les jours en privé. Bon, on va faire une émission, on va aborder un sujet, celui qui revient assez souvent. Et puis, on va répondre aux questions dans le chat. Voilà, ça va être sympa. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Et je m'étais dit, on va mettre les replays sur Twitch. Il reste sur Twitch les replays, donc je les laissais sur Twitch. Par contre, je voulais les mettre directement en podcast. D'accord ?
et je les ai mis sur Spotify. Sauf que Twitch, j'ai vu après qu'ils supprimaient tous les 15 jours les replays, et je me suis dit, merde, en fait, les replays, je vais les mettre sur YouTube, du coup, s'ils se font supprimer après 14 jours. Donc voilà, tu as 100% des épisodes sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. 100%, et tu as, depuis que je mets sur YouTube, en replay sur YouTube. Voilà. Je compare toujours les cotes entre 3 books et j'ai souvent les cotes supérieures à PS38-38. Aujourd'hui, j'ai 11 cotes sur 32 supérieures à PS38-38. Vas-y, let's go, chat noir. Après, j'espère que tu vas pas te faire limiter, quoi. Voilà. Bon, les gars, est-ce que des petites questions? On reste encore 5 minutes ensemble. Ça fera 1 heure d'émission. On n'a pas été nombreux aujourd'hui a priori, hein. On a été une dizaine, d'habitude on est une vingtaine. Bon, c'est vrai que j'ai pas prévenu, c'est vrai que les Dorado Show je préviens pas trop, je préviens plus trop quoi, parce que je le fais quand j'ai le temps en fait. Et des fois petit imprévu par-ci, petit imprévu par-là, et du coup ça prend facile 2 heures, hein. Là je suis 1 heure avec vous, je dois préparer l'émission, je suis 1 heure avec vous, ensuite je dois les publier sur YouTube, sur Spotify, ça reprend 1 heure à peu près, donc ça prend du temps. Donc du coup, si j'ai pas 2-3 heures devant moi, je fais pas le Dorado Show, tout simplement. Je m'étais arrêté aux courbes CLV sur le marché de niche et de masse, donc probablement raté le max du live. Ouais, de toute façon, écoutez en replay, hein, c'est fait pour ça. Réécoutez, écoutez, réécoutez, plus de 30 épisodes, et vous allez apprendre énormément de choses dans les paris sportifs. Si vous n'avez pas votre plan d'action, d'ailleurs, je vais vous le mettre. Moi, je sais même plus ce que j'ai mis en raccourci sur... Vous avez Spotify là, non? On va mettre podcast, je sais plus si c'est podcast. Voilà, podcast, donc le Dorado Show ici. Le plan d'action, tu dois avoir ça sur le Linktree peut-être. On va aller vérifier ça. On doit avoir le plan d'action. Ouais, ça c'est l'ancien. C'est pour me contacter sur WhatsApp directement. Maintenant, je filtre sur WhatsApp. Je filtre pour le plan d'action. Je vais essayer de vous donner ça. Bit.ly. Pour le plan d'action, si vous ne l'avez pas reçu par mail. Pas top lien, je vous envoie ça tout de suite. On va essayer d'aller plus vite. Podcast, voilà. Je vous envoie ça ici. Hop. Voilà, le plan d'action, vous avez le dernier lien. Vous vous inscrivez, vous répondez à quelques petites questions. Parce qu'en fait, j'ai remarqué sur WhatsApp, j'ai eu plus de 1000 personnes qui m'ont contacté. Et je me répétais, je posais toujours les mêmes questions. Malgré une petite question d'intro. Une petite question d'intro pour qu'on me donne ses objectifs, capital, ce que la personne a mis en place dans les paris sportifs. C'était trop abstrait, c'était pas assez précis, donc à chaque fois, il fallait que je redemande plus d'informations afin de mieux aider. Et du coup, je perdais du temps, je perdais clairement du temps et ça me bouffait de l'énergie et c'était usant. Du coup, j'ai fait un petit formulaire d'inscription juste avant. Maintenant, tu reçois ton plan d'action sur mail. En fonction des réponses que tu donnes dans le formulaire que je viens de donner. Et moi, en fonction des réponses, après, je contacte les personnes qui me semblent intéressantes et motivées. Parce que ce qui est assez intéressant par rapport à ce formulaire que je vous ai répondu, sur 100 personnes, tu as 40% des gens qui ne sont pas prêts à payer par rapport à mes services. Et moi, je veux bien aider les gens, sauf que si c'est pour 50% du temps perdre du temps finalement et apporter de la valeur à des personnes qui ne sont pas forcément motivées, qui ne veulent pas forcément aller plus loin, etc. Moi, voilà, je veux bien être sympa, mais si tu veux du contenu gratuit, me contacte pas sur WhatsApp, tu as plein de contenu gratuit sur ma chaîne YouTube, en podcast, etc. Moi, je veux des gens motivés, je veux bosser avec des gens qui sont prêts à aller plus loin, forcément. Donc c'était quand même assez impressionnant que sur les 1000 personnes qui m'ont contacté, tu as quand même 450 personnes qui voulaient pas forcément aller plus loin. Donc, pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, j'ai préféré faire ce petit formulaire. Et puis, bienvenue à tous ceux, même ceux qui veulent pas aller plus loin. Mais en tout cas, je leur envoie directement le contenu forcément gratuit et en automatique. Et moi, je ne perds pas de temps à expliquer les choses. Et puis derrière, vous savez, hein, ils te sollicitent, ils te reposent des questions, ils vont pas chercher par eux-mêmes. Et voilà, donc
Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce petit formulaire qui me fait gagner du temps et de l'énergie. Est-ce que ton bilan Bet to Invest est celui de ton groupe Premium? C'est exactement ça, Kazna. Tous les bets de mon groupe Premium sont sur Bet to Invest. Salut Dorado, tu penses que c'est Unibet ou Winamax le mieux? Franchement, PS3838. Voilà. C'est tout. Pourquoi tu veux être sur Winamax ou Unibet? À part pour les codes boostés, ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Et en plus, Chat Noir a répondu PS3838. Voilà, c'est tout. C'est le seul bookmaker qui limite pas les parieurs gagnants et qui propose les meilleures cotes. Voilà. Pourquoi aller sur un Winamax ou un Unibet quand ils me proposent des cotes de merde? J'ai pas envie, moi. Hein. Je vais aller là où il y a les meilleures cotes. Hein. Et surtout que quand je vais gagner, je vais me faire limiter. Ah, vous pouvez mettre que 1 euro de mise. Erreur. Pourquoi? Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est surtout que ça commence à 20h en France. Donc perso, Alors attendez, j'ai loupé des questions là. Ah oui, d'accord, c'est toi qui me disais que tu avais loupé parce que ça avait commencé à 20h. Ok. Ouais, c'est vrai, bon, j'ai commencé un peu plus tôt que 20h. Oh, peut-être pas loin. 19h30 à peu près. Ok. Ok les amis, pas plus de questions? Pas de problème les amis, on se dit à très vite pour une nouvelle émission du Dorado Show. Hein. J'espère que vous kiffez toujours ces émissions. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part dans les commentaires vos remarques, vos réflexions. Et comme ça, on pourra améliorer cette émission et puis vous apporter aussi vous de la valeur par rapport à votre expérience, vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas sur Spotify à mettre 5 étoiles, hein, sinon vous êtes vraiment des salopes sur Spotify. Et derrière, voilà, apportez votre expérience, vos retours. Dans les commentaires, ça permet de référencer la vidéo sur YouTube, de toucher un maximum de parieurs, et voilà, tout simplement. Mais en tout cas, on a fait la CLV, pour tous ceux qui l'ont demandé, la Closing Line Value. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Dorado Show, et puis bonne chance pour vos pronostics, hein, les amis. Hein.